Monsieur le Président de cette séance, merci de me donner la parole. Je suis extrêmement content d'intervenir dans cet hommage à Ogobara Dumbo. Le premier souvenir, enfin un des premiers souvenirs que j'ai avec Ogobara, c'était lorsqu'il, au début des années 90, il était venu dîner à la maison, dans notre appartement parisien, et mon fils, qui commençait ses études de médecine, était là. Il a été complètement séduit par à la fois l'empathie, le charisme d'Ogobara, qui, au bout d'un moment, lui a dit, après avoir évoqué tout ce qu'il faisait à cette époque-là au Mali, lui a dit « Mais viens faire un stage chez nous dès que tu es un peu plus avancé dans tes études de médecine. » Voilà, j'en ai fini et je vais commencer donc à vous parler du paludisme aujourd'hui et de son traitement. Mais vraiment, je voulais me souvenir de ce passage d'Ogo à la maison. Donc, le rapport sur ce que je vais vous dire, c'est un élément que vous connaissez tous pour la plupart, mais je le rappelle quand même pour ceux qui ne seraient pas tout à fait au point. L'OMS a publié le 19 novembre 2018 son rapport sur le paludisme dans le monde 2018, où il s'agit de savoir ce qui s'est passé en 2017 et les évolutions dans le monde entre ces diverses années. Le nouveau directeur général de l'OMS, le professeur Ghebreyesus, est un connaisseur du paludisme. Sur les 35 publications que j'ai trouvées dans PubMed, il y en a 16 qui portent directement sur le paludisme. Et le point qu'il fait dans son avant-propos, c'est que le bilan est mitigé, qu'il y a une stagnation, voire une dégradation dans l'évolution du paludisme dans le monde, et que depuis le premier rapport sur le paludisme dans le monde en 2008, 2017 est la deuxième année sans aucune amélioration. Les chiffres sur l'évolution du paludisme au niveau régional et mondial, les 4 paludismes, 219 millions en 2017, c'est donc à peu près équivalent à ce qui se passait auparavant, 217 en 2016. Les données pour la période 2015-2017 mettent en évidence l'absence de progrès significatif durant ce laps de temps. Qu'est-ce qui s'est passé? On ne sait pas trop. Les 10 pays d'Afrique les plus durement touchés par la maladie auraient enregistré 3,5 millions de cas supplémentaires par rapport à 2016. Il faut dire que tous ces chiffres, c'est ce que les programmes nationaux, les gouvernements, les ministères de la Santé des pays envoient à l'OMS. De temps en temps, il n'y a pas de données suffisamment précises et l'OMS fait des études sur certains pays, groupe ces études pour essayer d'améliorer les chiffres. Mortalité associée à ce nombre de cas qui est stagnant ou augmente en tout cas en Afrique. Elle est estimée, ce nombre de décès, il est estimé à 435 000 contre 451 000 en 2016. Et donc ça n'a pas beaucoup bougé. Bien entendu, les enfants de moins de 5 ans représentent 61% de ces cas de mort. Et la région Afrique de l'OMS a enregistré 96% des décès. Près de 80% des décès sont concentrés dans 7 pays de la région Afrique de l'OMS, en Inde aussi, mais au Nigeria, en République démocratique du Congo, au Burkina Faso, en Tanzanie, au Sierra Leone, au Niger et en Inde, l'Inde étant un des rares à avoir légèrement diminué en 2017. Cette année, et ces derniers mois en tout cas, il n'y a plus de controverse sur l'évaluation de la mortalité par l'OMS, comme en 2012. Vous vous souvenez peut-être qu'en 2012, Christopher Murray, avec une grosse équipe de Seattle, avait dit que l'OMS se trompait complètement et qu'il y avait 2 fois plus de morts que ce qu'avait dit l'OMS. On s'est aperçu qu'il avait des évaluations sur des mortalités qui étaient uniquement dosées sur des interrogatoires rétrospectifs qui étaient pour le moins controversés. L'investissement dans le contrôle et l'élimination du paludisme, c'est là que ça pêche. En 2017, il y a eu 3,1 milliards investis au total par les gouvernements des pays en endémie et les partenaires internationaux, soit un peu plus qu'en 2016.
mais près des 3/4 de ces investissements ont été dirigés et sont dirigés vers l'Afrique de l'OMS. 1,4 milliard ont été dirigés vers les pays à faible revenu, donc un peu plus dans ces pays. Les gouvernements des pays d'endémie ont contribué à hauteur de 28%, les pays, 28% du financement total, un chiffre inchangé par rapport à 2016. Les États-Unis sont les premiers bailleurs du Fonds international, pourvu que ça dure, pour les programmes de lutte contre le paludisme. Et 1,2 milliard investis en 2017. Sur les 3,1 milliards investis en 2017, 1,3 ont transité par le Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme n'étant pas le plus doté dans cette histoire. Mais il faut que les pays fassent une demande correcte, bien argumentée, pour que le Fonds mondial attribue la subvention pour acheter les tests de diagnostic rapide et les médicaments. Même si le financement de la lutte contre le paludisme est relativement stable depuis 2010, les investissements consentis en 2017 sont loin d'atteindre le niveau requis pour atteindre les 2 premiers objectifs intermédiaires de la stratégie technique de lutte contre le paludisme, à savoir de réduire d'au moins 40% l'incidence du paludisme et la mortalité associée au plan mondial par rapport à 2015. On n'a pas l'argent suffisant. Il manque plusieurs milliards. Le nombre estimé de cas de paludisme par région de l'OMS, qui est un indicateur intéressant, l'Afrique, 200 millions, avec Plasmodium falciparum en jaune-orange et en bleu les autres espèces. L'Asie du Sud-Est, 11,3 millions, et une répartition qui se fait avec une part non négligeable de Plasmodium vivax. La Méditerranée orientale, 4,4 millions, et là encore, d'autres espèces que falciparum qui représentent néanmoins 69%. Le Pacifique de l'Est, 1,9 million, 72% de falciparum. Enfin, en Amérique, le paludisme est en régression importante, sauf dans 3 pays. Et en particulier, il n'y a plus qu'un million de cas de paludisme déclarés, en tout cas, et 74% sont des Plasmodium vivax. Quand on regarde ensuite la carte du monde, compte tenu de ces éléments, l'OMS dit que dans les pays qui sont en rouge orangé, il y a du paludisme qui continue à être transmis régulièrement. C'est un ou de nombreux cas en 2017. Que dans la zone jaune, c'est la Chine. Et la Chine a déclaré qu'en 2017, il n'y avait plus un seul cas de paludisme autochtone sur l'ensemble du territoire chinois. C'est une publication de 2017. Les autres pays, en bleu, sont en voie d'élimination. Et il n'y a eu aucun cas déclaré depuis 3 ans, en 2017. Enfin, en vert, les pays qui sont déclarés libres, ayant éliminé le paludisme depuis 2000 au moins. Et donc ces pays sont le Maroc, sont un pays d'Asie, et puis c'est tout. Mais c'est un pays d'Amérique du Sud. Donc quelque chose qui bouge doucement, mais l'OMS dit que le nombre de pays qui sont en train d'approcher de l'élimination augmente régulièrement. Alors, les produits antipaludiques sont-ils livrés, arrivent-ils au bon endroit? Les moustiquaires imprégnés, 624 millions livrés dans le monde entre 2015 et 2017, une augmentation considérable par rapport à la période antérieure, et le nombre de moustiquaires imprégnés d'insecticides distribués par les programmes nationaux de lutte et distribués gratuitement a été estimé à 552 millions sur les 624 livrés. Et la majorité, c'est 83%, en Afrique subsaharienne. 85% des moustiquaires imprégnés ont été distribués gratuitement par le biais des campagnes de distribution de masse. Le problème, c'est est-ce que toute la famille se met dessous? Les tests de diagnostic rapide, deuxième grande arme après les moustiquaires contre le paludisme. 276 millions de tests de diagnostic rapide ont été vendus dans le monde et 245 millions ont été distribués par les programmes nationaux de lutte contre le paludisme. Et c'était pour 70% des tests livrés en Afrique subsaharienne.
et qui, malheureusement, peut-être, mais c'est important en Afrique, ne détectent que Plasmodium falciparum, car ils sont basés sur la détection de l'antigène HRP2. Or, HRP2 n'est pas toujours présent, et HRP3 est mal dépisté par ces tests actuels. Les combinaisons thérapeutiques à base d'artémisinine, qui sont le troisième volet de la lutte. En 2016, les pays ont acheté 409 millions de traitements par combinaison sur 311 millions en 2015, et ça n'a pas tellement augmenté en 2017. Le nombre de traitements par ACT distribués par les programmes nationaux a augmenté par rapport à 2013 de façon importante. Tous les ACT distribués, 99%, l'ont été en Afrique de l'Ouest, en Afrique de la région Afrique de l'OMS. Je passerai vite sur ces traitements intermittents chez les femmes enceintes, mais c'est pour me souvenir qu'avec Madame le docteur Oumou Maïga Diakité et Kassoun Kayentao, nous avions fait une publication en 2011 qui était parue dans une excellente revue avec toute l'équipe de Gobara Dumbo qui signait, avec moi aussi, cette publication qui prouvait de façon claire la supériorité de l'administration de 3 doses. Or, vous voyez ici que les femmes qui reçoivent 3 doses, c'est en vert, la courbe verte, 22% seulement en 2017. Ce qu'on peut voir aussi, c'est la première courbe en haut, c'est que celles qui consultent, qui ont eu une consultation au moins prénatale, c'est la courbe en violet, 71%, mais peut-être qu'une seule. Et donc c'est au fil de ces 2-3 consultations prénatales que l'administration peut être faite. Mais je passe puisque Mme Doumi va en parler de façon beaucoup plus détaillée que moi. La chimioprévention du paludisme saisonnier, c'était le deuxième grand volet, et Gobara Dumbo était complètement impliqué dans cette action. Voilà la carte que l'OMS diffuse en 2017, en 2018. Et donc, ce qu'on peut noter, c'est que 15,7 millions d'enfants vivant dans 12 pays d'Afrique sahélienne, et Gobara était à l'origine de cette action, il essayait de fédérer tous les pays du Sahel pour qu'on élimine le paludisme du Sahel. Eh bien, ces 15,7 millions d'enfants dans les 12 pays sont concernés, mais 13,6 millions d'enfants qui auraient pu bénéficier de cette intervention n'ont pas été couverts, parce qu'il n'y avait pas assez d'argent. Traitement. Sur les 19 enquêtes nationales réalisées auprès des ménages en Afrique subsaharienne entre 2015 et 2017, le pourcentage d'enfants de moins de 5 ans fiévreux ayant reçu un médicament antipaludique a atteint 29%. 29% n'a atteint que 29%. Les données collectées à partir de 18 enquêtes nationales en Afrique saharienne montrent que 88% des enfants fiévreux ayant sollicité un traitement antipaludique dans le secteur public ont reçu un traitement par un ACT, contre 74% dans un établissement privé formel, curieusement. Les combinaisons thérapeutiques à base d'artémisinine ont été achetées, 409 millions de traitements par combinaison thérapeutique à base d'artémisinine, contre 311 millions en 2015, quasiment tous, 99%, distribués dans la région Afrique. Distribués et achetés grâce au Fonds mondial, si les pays l'ont demandé correctement. La résistance aux antipaludiques, on en reparlera, même si la multirésistance qui exclut la résistance partielle aux artémisinines et aux médicaments partenaires a été détectée dans certains pays du Grand Mékong. En Afrique, aucune résistance partielle aux artémisinines n'a été rapportée à ce jour et les ACT de première ligne restent efficaces dans toute la zone. Ces combinaisons thérapeutiques, CTA ou ACT, traitement en 3 jours du paludisme à falciparum non compliqué, ont essayé d'associer dans un même comprimé, un seul comprimé, un dérivé semi-synthétique de l'artémisinine, d'activité rapide, intense, mais à une demi-vie malheureusement très courte, à un antipaludique ayant une cible d'action différente de l'artémisinine, donc pour diminuer le risque d'apparition de résistance, et ayant une demi-vie plus longue. Les 5 ACT disponibles
ont tous des avantages et quelques inconvénients parfois. L'artéméter-luméfantrine, 2 prises par jour, c'est un peu lourd. Il faut de préférence manger en même temps pour que la luméfantrine soit bien absorbée. Il est en revanche gamétocytocide partiel. Il y a beaucoup moins de gamétocytes après une cure d'artéméter-luméfantrine qu'après d'autres. L'artésunate amodiaquine, 1 prise par jour seulement, mais inactive sur les gamétocytes et donnant parfois quelques nausées. L'artésunate mefloquine, 1 prise par jour, gamétocytocide partiel également, mais avec des troubles neuropsychologiques parfois embêtants. La dihydroartémisinine pupérakine, 1 prise par jour, à jeun, inactive sur les gamétocytes, et attention à l'allongement de l'espace cuté qui peut apparaître parfois. L'artésunate sulfadoxine pyrimétamine n'est pas en un seul comprimé, c'est toujours des comprimés séparés, et la résistance à la sulfadoxine pyrimétamine est devenue malheureusement fréquente un peu partout. Partiellement disponible, l'artésunate pyronaridine, qui est dans certains pays disponible, pas dans d'autres, et qui donne des résultats qui sont comparables aux précédents. Mais attention, il vaut mieux surveiller les transaminases. Alors, et le paludisme grave, ça c'était pour les accès simples à Plasmodium falciparum, bien entendu. La population ayant des accès graves et compliqués, en zone de transmission forte et pérenne, c'est les enfants de 4 mois à 4 ans. En zone de transmission saisonnière, c'est les enfants de 4 mois, mais jusqu'à 10 ans. Et pour les voyageurs, c'est à tout âge. Pour les voyageurs et pour ceux qui sont dans les zones à très faible niveau de transmission et de transmission localisée, c'est également à tout âge. Les tableaux sont des fièvres élevées, des anémies aiguës, des neuropaludismes, des détresses respiratoires. Je ne sais pas pourquoi la suite de la diapo n'apparaît pas, mais ce que qu'on devrait voir apparaître, c'est que des études extrêmement bien menées en Asie, Sequamat, signé en premier par Dondorf, mais avec toute l'équipe de l'Asie du Sud-Est, avaient montré qu'il y avait 34%, 35% quasiment, de morts en moins dans le bras artésunate intraveineux par rapport au bras quinine, qui était comparé, car à l'époque, on ne savait pas si l'artésunate marchait mieux. 34%, 35% de morts en moins dans le bras artésunativé, dans ces accès graves, et qui étaient 700 et quelques dans chaque bras. Deuxième étude extrêmement intéressante en 2010, ça c'était 2005, 2010, l'Afrique. Et dans 11 pays d'Afrique de l'Ouest et centrale, une étude menée chez les enfants, uniquement les enfants de moins de 15 ans, qui ont été de la même façon testés artésunate intraveineux ou intramusculaire versus quinine. 22%, 22,5% de morts en moins dans le bras artésunate intraveineux, avec des traitements qui, au bout de 2 jours, 3 jours, permettent déjà au sujet d'avaler de nouveau, d'être conscient et de pouvoir avaler, et d'être suivi. Le traitement est pérennisé par la prise d'ACT qui finit la guérison définitive. Donc, ces 2 publications ont entraîné la recommandation généralisée dans le monde entier pour tous les paludismes à Plasmodium falciparum graves ou compliqués de donner en première intention de l'artésunate intraveineux. Et c'est ce qui s'est réalisé, y compris en France, où on est passé très vite d'une majorité de traitements d'accès graves, car nous avons un pourcentage d'accès graves qui est non négligeable dans les paludismes d'importation en France, qui sont traités par l'artésunate intraveineux. En France, moins de 4% de morts dans ces accès graves traités par l'artésunate. Alors pourquoi une telle différence avec les pays d'Afrique? Eh bien, c'est parce que nous avons des urgences et des services de réanimation médicale qui sont à proximité immédiate. Et quand on peut prendre en charge, sur le plan de la réanimation, un accès grave, en même temps que son traitement, on en sauve un peu plus. Alors, la chimiorésistance aux combinaisons thérapeutiques à base d'artémisinine dans la sous-région du Grand Mékong.
eh bien, le nombre d'ACT ayant un taux élevé d'échec dans le Cambodge à 4 ACT, en Thaïlande à 3 ACT, en Laos on ne sait pas trop, peut-être un ACT, au Vietnam 2 ACT, et au Myanmar et un petit peu en Chine, mais c'est des paludismes d'importation, disent les Chinois, un ACT. Donc la multirésistance qui inclut cette résistance partielle, je l'ai déjà dit, aux artémisinines et aux médicaments partenaires, c'est ça le problème, car l'artémisinine continue à agir, mais agit en retardant la disparition des parasites et quelquefois en la retardant longuement. Donc quand il y a une résistance aux partenaires de l'artémisinine, c'est un problème. Cependant, dans ces pays d'Asie du Sud-Est, dans tous ces pays, la lutte antipaludique se poursuit avec le diagnostic et le traitement rapide, et on a observé une réduction massive du nombre de cas de paludisme et de décès associés dans cette région, en dépit de la résistance partielle aux artémisinines et aux ACT qui apparaît. Alors je finirai, parce que je pense que Achille Masuboji en parlera plus longuement que moi. Non, parce qu'il est l'heure. Aussi parce qu'il est l'heure, l'administration d'un traitement de masse en Asie du Sud-Est. Et donc, Van Slenden, avec toute une équipe extrêmement nombreuse d'auteurs, dont François Nosten, dont Don Dorp, dont Nick White, ont publié dans PLOS Med, tout récemment, c'était au mois de mars 2019, une grande étude où ils ont, dans ces pays que vous voyez là, où il y a à la fois le Myanmar et la Thaïlande, le Laos, le Cambodge et le Vietnam, appliqués dans des zones précises, identifiées comme étant à très nombreux porteurs de paludisme asymptomatique et submicroscopique. Ils avaient identifié ceux qui étaient porteurs, et donc ils ont administré ce traitement de masse avec un traitement par d'hydroartémisinine piperakine, plus une dose de primakine pour détruire vraiment les gamétocytes. Et on voit que pour la prévalence, on voit qu'au bout des 3 mois et des 3 administrations, on a une prévalence qui a chuté considérablement. C'est la courbe verte que vous avez sur le diagramme du haut. Et en termes d'incidence, il y a également une diminution. Mais ce qui est un peu inquiétant, c'est que quand on regarde ce qui se passe 12 mois, avant qu'on ne fasse l'étude sur les contrôles, car la courbe rouge, c'est ceux qui ne reçoivent pas le traitement de masse. La courbe verte, c'est ceux qui reçoivent le traitement de masse. Ça remonte avant qu'on ne reprenne éventuellement un nouveau traitement de masse sur ceux qui étaient les contrôles à 12 mois. Donc voilà, des résultats qui sont compliqués et une stratégie qui est difficile, qui est encore controversée dans les stratégies de lutte contre le paludisme et d'élimination éventuellement des paludismes dans les pays à faible niveau de contamination. Je vous remercie. Merci beaucoup. Alors, question à Martin Danis sur cet exposé complet, avec beaucoup de chiffres. Monsieur Sénac. De l'OMS. Je voudrais juste faire une remarque pour l'étude où on a démontré le bénéfice de la réduction de 35% de décès. Je pense que c'est une étude qui pose un problème éthique, parce que quand on tire au sort des patients et qu'on les traite, en général, on interrompt l'étude avant que la démonstration soit aussi caricaturale. Parce que ça veut dire que quand on suit les chiffres, on voit des gens mourir, alors qu'on sait que dans l'autre bras, les gens meurent beaucoup moins. Donc, théoriquement, je dirais, en France, quelque chose comme ça aurait été interpellé, et on aurait dit stop, vous avez fait la démonstration, c'est très bien, mais vous ne pouvez pas continuer, parce que ça n'est plus éthique de continuer à mener une étude où vous savez pertinemment que vous allez avoir un bras de traitement où vous allez avoir beaucoup plus de décès. Donc, je suis un peu surpris de la différence énorme de décès entre les deux bras. Alors, je crois que ce qu'on peut dire, c'est que quand cette étude a été mise en œuvre, on ne savait pas du tout si l'artésunate intraveineux allait faire mieux que la quinine. Et donc, cette étude était justement destinée à démontrer, et donc c'était suivi, bien entendu, et il a fallu
attendre effectivement les quelques mois qui ont suivi pour s'apercevoir qu'effectivement, décidément, il fallait maintenant donner de l'artesunate à tout le monde. Mais il y en avait eu 700 dans chaque bras qui avaient été traités, en très peu de temps. Donc je ne sais pas, effectivement... oui, je ne sais pas si vous dites que les études sont interrompues quand on s'aperçoit qu'il faut... Oui, oui, oui. Oui, oui, mais avant d'avoir la différence et de l'avoir calculée, il faut un certain nombre de cas. Sinon, ce n'est pas significatif. Et on peut se demander si ce n'est pas le hasard de la répartition qui était... Oui, mais ça a été calculé après. Martin, ne vous fâchez pas. Une question au fond. Non, vous avez levé la main, madame ou monsieur Piarou. Oui, d'abord au fond. Et une dernière question après. Parlez bien devant le micro parce que autrement je ne vous entends pas et ce serait, je ne relèverai pas. Alors, docteur Alushkova, infectiologue, juste sur le diapo, c'est très joli, mais il manque des données indiennes. Il y a des cas de résistance artémisine qui sont reportés également en Inde. Et peut-être une remarque, il y a une équipe de Benoît Witkowski et Didier Ménard qui sont travaillés sur K13 protéines, sur quelques protéines et le marqueur utile pour diagnostic. Donc je me pose des questions, pourquoi dans les données de surveillance, on ne prend pas toutes les régions et il manque de données des Indes. Je n'ai pas bien entendu, où était ce cas de résistance prouvé à l'artémisinine? Artémisine. Oui, à l'artémisinine, c'était où? Nord-Inde. En Inde? Oui, oui, c'est pas impossible, oui, effectivement. La dernière question à M. Renaud Piarou, qui squatte tout à fait légalement mon ancien bureau. Après, voilà. Et l'ancien bureau de Martin. Oui, mais Martin a une qualité en plus de celle qui résulte de son exposé, c'est qu'il m'a supporté pendant près de 30 ans. Tandis que moi, je peux arriver, le bureau était libre. Non, non. Allez-y, posez votre question. Osez poser votre question. Alors, la question, c'est que chaque fois que des résistances sont apparues, c'est pratiquement toujours aux mêmes endroits, c'est-à-dire les résistances à la chloroquine, à la quinine, et donc maintenant aux dérivés de l'artémisinine. Est-ce qu'il existe des explications pour faire comprendre pourquoi, à cet endroit-là, on a plus facilement des résistances qui apparaissent que, par exemple, en Afrique subsaharienne, où il y a beaucoup plus de cas de paludisme. Peut-être la réponse est là-dedans, d'ailleurs. Alors, c'est pas tout à fait clair, mais il y a quelque chose qui est apparu, c'est quand on génotype les souches en Asie du Sud-Est, elles sont beaucoup moins diverses qu'en Afrique. Et que donc, sur une population qui est génétiquement assez proche, ils sont endogames, tous ces plasmodiums, si on peut dire. Et donc, on arrive, si on sélectionne un résistant, eh bien, il ne sera pas noyé dans la masse des sensibles qui existe en Afrique. Car en Afrique, il y a une multiplicité de souches différentes, génétiquement différentes. Et s'il y en a une qui est sélectionnée résistante, elle va se noyer dans la masse, elle n'a pas d'avantage particulier. Voilà, c'est une des explications qui est donnée. Si je peux faire une remarque supplémentaire, je voulais l'amener ici, c'est que si on fait des programmes d'élimination en Afrique, on va perdre en diversité et on risque de se trouver face à une plus grande complexité, plus grande difficulté à éviter les résistances. Juste pour démoraliser. Oui, c'est pour déranger Achille Massoubodji. Il y a une dernière question au fond de la salle. Oui, merci professeur. Jean-Christophe Barral, CNRS, Institut Pasteur. Je voudrais rebondir sur ce que vous avez dit, madame.
Alors c'est vrai, c'est publié dans New England en novembre 2018. Ce sont malheureusement des prélèvements qui ont été faits en 2016 et qui montrent que les parasites résistants à l'artémisinine sont présents sur toute la partie nord-nord-est de l'Inde. Et c'est une assez mauvaise nouvelle parce que ça quitte la région du Grand Mékong en effet, quoi. Maintenant, juste rebondir aussi sur le côté étude de K13. Il y a une très grosse étude qui avait été pilotée par Didier Ménard, Odile Pujalon, qui montre que sur une vingtaine de pays et plus de 200 000 échantillons, il n'y avait pas, et heureusement en Afrique à ce moment-là, de mutances associées à la résistance. Et pour finir, pourquoi la chloroquine, il y a 60 ans, dans la même région, et l'artémisinine aujourd'hui? Il y a eu beaucoup d'hypothèses sur l'utilisation de mauvais médicaments, etc. Il y a aussi une hypothèse qui est que c'est le pouvoir redox de l'interaction du parasite avec le fer, l'hème, qui sont ciblés dans tous ces cas. Et il y a un certain nombre d'hémoglobinopathies qui sont fort surreprésentées dans ces régions et qui pourraient, je dis bien que c'était une hypothèse, participer de sélectionner des parasites qui eux-mêmes auraient un potentiel d'adaptation plus grand à des modifications redox. C'est une hypothèse, mais elle est aujourd'hui absolument pas montrée et assez difficile à investiguer. Merci. Il y a de l'hémoglobine E en Asie.